Ok. Euh, Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Andy. Le professeur Andy Mbanga Mamouela, qui est gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est professeur d'obstétrique, mais c'est aussi le vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Ce sera lui donc l'orateur de ce soir qui va nous parler de l'échographie de la femme enceinte. En effet, il faut savoir qu'il y a des gens qui se donnent la peine, si vous voulez. Je m'excuse. Donnez-moi on a diminué tout ça, outil. Mission était dans la télécommande. On a diminué tout ça, outil. Comme ça, après, Camille a mis. Alors, comme je le disais, j'avais un ennui technique ici. Le technicien est venu pour essayer de diminuer la télé. Donc, le professeur Andy va nous entretenir sur l'échographie de la femme enceinte. J'étais en train de dire que d'aucuns pensent que c'est une échographie banale, mais non. C'est parce que chez nous, au Congo, les personnes ou les citoyens congolais ou les citoyennes congolaises ne connaissent pas encore, n'ont pas encore intégré leurs droits. Parce qu'ailleurs, lorsque vous faites une échographie obstétricale et que vous dites des choses qui n'en sont pas, lorsque le sexe n'est pas celui-là, ou il y a une malformation qui est passée inaperçue, c'est des procès, hein. Il y a des gens chez qui on retire même leur diplôme ou on leur interdit carrément de travailler. Et donc, ce n'est pas une échographie si banale que ça. C'est un événement très important lorsqu'on doit annoncer à une famille l'arrivée d'un être. Et donc, c'est important aussi de prendre en charge tous les éléments qui entourent cette échographie. Et donc, c'est pas vraiment un sujet à minimiser, si vous voulez, c'est vraiment un sujet très important. Et donc, aujourd'hui, le professeur va nous entretenir sur les astuces, sur tout ce qui entoure l'échographie de la femme enceinte. Et comme panéliste qui va lui donner le ton, nous allons euh, entendre le docteur Anabila, qui est heureusement pour nous une habituée de nos webinaires. Elle nous aide beaucoup à ce que nous puissions comprendre certaines situations ou certains événements au niveau de ce qui se passe en obstétrique et en gynécologie. Docteur Anabila est gynécologue obstétricienne avec un EDS interuniversitaire en échographie gynécologique et obstétricale. Elle est consultante aux cliniques Bilam et à Diamant et médecin de nuit. Alors, votre humble servante, je suis professeur Géty Louyer et je suis à l'université de Kinshasa où je suis chargé de la recherche au département d'imagerie médicale. Alors, professeur Andy, vous avez la parole pour pouvoir faire votre exposé. Merci beaucoup. Merci, professeur Gertrude. Bonsoir à tout le monde. Je commence par remercier le professeur Mata avec l'initiative Lundi Parlons Radio pour cette opportunité qui m'est accordée afin de pouvoir échanger, hein, avec tous les participants de ce soir sur l'échographie de la femme enceinte. Je remercie également le professeur Gertrude Ouyeye, modérateur de cette session, euh, qui a fait une présentation de ma personne. Je voudrais d'abord m'assurer que tout le monde voit le diaporama. Si vous voulez bien me confirmer que vous voyez tous le diaporama. Oui, oui, On le c'est voit, mais pas encore à mon le, diapo. OK. Le temps pour... Ah, OK, voilà. ouais, là, Je c'est Maintenant, vois c'est mieux. que bon. c'est bon. Voilà. Alors, donc, comme je disais, le professeur Gertrude a introduit pour, D'accord, attends. Oui, oui, en soulignant que l'échographie de la femme enceinte
Professeur n'est Andy, je pas une... m'excuse, hein. Professeur Andy, je Oui, m'excuse. Oui, je voudrais oui. faire un appel à tout le monde, s'il vous plaît, si vous pouvez fermer vos audios parce on a les... J'ai fermé les micros de tous. Pour ça, Andy peut ouvrir son micro et peut commencer. OK. Allez-y, professeur Andy, vous pouvez continuer. Je crois qu'il faut ouvrir votre micro. Peut-être le micro reste encore fermé. Professeur Andy, c'est sûr que le professeur Mata a fermé le micro de tout le monde et donc vous devez rouvrir votre micro. Allô? Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On y va. Oui. D'accord. Alors, donc, je le disais, comme le professeur Lié l'a souligné, l'échographie de la femme enceinte n'en est pas une, c'est une échographie qu'il faille faire en tenant compte d'un certain nombre de choses. Et, et ce soir, nous allons parcourir ensemble ce qu'est l'échographie de la femme enceinte. Alors, mon propos débutera par une brève introduction. Ensuite, je vais faire une petite historique, pardon, de l'échographie. Je vais parler des matériels et de l'équipement. Euh, Ensuite, je parlerai du déroulement de l'examen en parlant des conditions techniques et des manipulations qui sont faites. Et concernant à proprement parler cette échographie, eh ben, je vais d'abord, premièrement, parler de... Professeur Andy, vous n'êtes plus en mode diapo. Allô, professeur Andy? On n'a plus d'écran. Je crois que c'est un problème de connexion. Hmm. Il s'est déconnecté là. Attends, je l'appelle inbox. Déconne. Ah, ok, c'est bon. Donc, d'accord. Là, on vous accorde alors les 2-3 minutes, c'est bon?
Ok, c'est bon. Alors, à la salle, le professeur Andy a eu coupure de courant et comme son ordinateur n'avait pas de batterie, donc il est en train de basculer pour faire sa présentation dans une autre machine. Alors, on lui donne 2 à 3 minutes, le temps qu'il revienne. Il revient très rapidement. Excusez-nous pour ces petits pépins techniques. Et donc, on l'attend. Merci. Alors, j'en profite, alors comme le temps qu'on est en train d'attendre professeur Mbangama, pour dire que donc c'est, comme on l'avait dit, c'est le mois on va présenter des sujets sur l'imagerie de la femme. La semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est le 17. Docteur Minouche a une présentation. Nous allons vous donner le sujet au courant de la semaine. La semaine qui viendra après, j'aurai une présentation. Et le quatrième et dernier lundi, nous aurons des cas cliniques. L'occasion pour nous d'appeler à euh, à tous ceux qui ont des cas cliniques intéressants en imagerie de la femme, qui peuvent toujours nous les donner. Comme ça, on connaît beaucoup de cas ou de les préparer. Comme ça, on pourra les présenter ensemble. Voilà un peu. Merci et on attend que le professeur Mbangama puisse se connecter de nouveau. Merci. Il n'est pas toujours revenu. Bon, il n'est pas encore là, hein. Le temps qu'il se connecte de nouveau, on l'attend. Les coupures de courant ici à Kinshasa. Heureusement on est encore dans les quarts d'heure académiques. Je le rappelle de nouveau pour voir. Oui, professeur, je crois que c'est bon. Je suis en train de me connecter. Tu te connectes, hein? Ok, c'est bon. Ok.
OK. Maintenant, professeur, si vous pouvez mettre en mode diapo. On vous voit déjà, mais si vous pouvez mettre en mode diapo. Voilà, je m'excuse pour le petit tampon. C'est la technique. Euh, donc, comme j'avais commencé à dire, l'échographie de la femme enceinte, ce n'est pas quelque chose de banal. Le professeur Louillet l'a souligné. Et mon propos, je disais, allait s'articuler autour du plan ici projeté, c'est-à-dire je vais faire une brève introduction. Je parlerai de l'historique des matériels et de l'équipement, du déroulement de l'examen même échographique, des conditions techniques ainsi que de manipulation. Et tour à tour, nous parlerons de l'échographie du premier trimestre, ensuite l'échographie du second et troisième trimestre, et nous allons conclure. Alors, comme nous le savons tous, l'échographie est un examen non invasif, irradiant et indolore qui utilise des ultrasons. Au cours de l'échographie, il y a un dispositif appelé sonde ou transducteur qui convertit le courant électrique en ondes sonores qui sont envoyées au tissu du corps. Et les ondes sonores vont rebondir sur les tissus du corps et sont renvoyées à la sonde qui les convertit en signaux électriques. Et l'échographie fait partie des multiples moyens d'investigation destinés à renforcer la surveillance clinique de la grossesse. D'ailleurs, l'échographie est incontestablement le plus utilisé et son innocuité donne la possibilité de répétition ainsi que des multiples apports, tant diagnostiques, pronostiques que thérapeutiques, quel que soit le terme de la grossesse. Et actuellement, sa place en salle d'accouchement est de plus en plus nécessaire. Alors, pour ce qui est de l'historique, déjà en 1917, Pierre Curie et Paul Langevin avaient, on va dire, mis sur pied un système de détection des objets immergés grâce aux ultrasons. Et cela a eu des applications notamment chez les militaires, mais aussi sur le plan industriel. Sur le plan militaire, les ultrasons ont été utilisés notamment dans le sonar, au Sound Navigation Ranging, pour le repérage des sous-marins. Mais on l'a aussi utilisé dans certaines modalités ou procédures de soudure sur le plan industriel. De 1970 à 2000, on a assisté à une révolution électronique et puis informatique. Déjà en 1976, on a mis sur pied l'échographie en temps réel. Il s'en est suivi le développement du Doppler. On a eu des échographes de haute résolution, les Doppler bidimensionnels couleur. Il y a eu l'avènement de la sonde endovaginale et récemment, disons actuellement, il y a des échographies 3D et même 4D qui ont été créées. Alors, le matériel et l'équipement est constitué par un échographe multisonde qui est équipé ou qui doit être équipé au minimum de 2 sondes, une sonde abdominale
de préférence barrette courbe de 3,5 à 5 MHz et une sonde vaginale de 5 à 7 MHz. Et dans les appareils d'échographie, il existe plusieurs modes. Il y a le mode A ou unidimensionnel, le mode B bidimensionnel, c'est-à-dire qui permet d'obtenir une image de la coupe réalisée. Il y a le mode Doppler qui est très indispensable en pratique, que ce soit en mode pulsé ou en mode continu. Et il y a le mode 3D qui permet le balayage automatique avec acquisition de volume d'écho dans le traitement informatique euh, possible dans tous les plans de coupe. Alors, voilà un peu de manière schématique comment se fait. Donc, il y a la sonde ici qui joue en fait le rôle, pardon, je suis là, il y a générateur des ondes qui sont introduits dans l'organisme et il y a ces ondes qui sont, dès qu'ils sont projetés, ils vont ricocher sur un organe et l'information revient et détectée à nouveau au niveau de la sonde qui le transforme vers un système de visualisation et sur l'écran de la machine, nous objectivons ou nous visualisons l'image ainsi projetée. Pour ce qui est du déroulement de l'examen, en fait, l'examen, c'est une consultation échographique. Et donc, on commence par un interrogatoire qui va recueillir des informations en rapport avec notamment le motif de l'examen et, si possible, les facteurs génétiques tels que l'âge, les antécédents de malformation, et j'en passe. On note également les éléments de datation, notamment la date des dernières règles. On s'intéresse également aux échographies précédentes. Il y a les éléments d'interprétation de la biométrie, à savoir la stature des parents, les poids de naissance antérieurs, les pathologies gravidiques et surtout d'ailleurs la pathologie actuelle au cours de la grossesse présente, comme des saignements, la perte de liquide ou des douleurs. Et en ce qui concerne les conditions techniques, il faut retenir que l'échographie est un examen manipulateur dépendant qui impose d'adapter en permanence les différents paramètres pour obtenir l'information la plus précise. C'est notamment l'écran en fonction de l'ambiance lumineuse de la pièce. Il y a le couplage sonde-patient. Il faut un gel adapté, une sonde propre et il faut éviter les bulles d'air. En rapport avec les sondes, euh, il y a la fréquence. Donc, il y a une nécessité d'avoir une sonde multifréquence pour faire face à toutes les éventualités. Il y a également le gain sur l'appareil qui doit pouvoir être augmenté pour le parenchyme et abaissé notamment pour les contours. Il y a la focalisation, il y a l'angle d'ouverture, notamment pour le cœur fœtal. Il y a le Doppler avec multiples réglages, la fréquence de répétition des impulsions, la vitesse de flux, ainsi que la taille de la fenêtre. Et en ce qui concerne la manipulation, eh bien, l'échographie obstétricale s'intéresse aux structures mobiles. Dans des structures mobiles, le fœtus, il est mobile. On tourne autour du mobile fœtal avec parfois un angle très latéral ou une coupe frontale du fond utérin pour obtenir un bon plan de la coupe du rachis, par exemple. On peut parfois aussi faire une traction sur l'épaule du fœtus pour remonter la tête fœtale et avoir une coupe frontale, notamment pour la mesure du diamètre bipariétal. Ça, c'est notamment
lorsque le fœtus est a déjà entamé la phase de descente, comme le montre l'image ci-bas. Alors, il y a aussi la prise en compte des mouvements fœtoactifs. Donc, en somme, l'échographie est un examen qui présente en fait une spécificité et une originalité qui le distingue, euh, notamment parce que il faut faire preuve d'une psychologie très particulière. Donc, on est en face d'une gestante, pour ce qui concerne l'échographie de la femme enceinte. Il y a l'objet de l'examen qui est le fœtus. Il y a le but poursuivi qui est d'éliminer des pathologies. Et donc, parfois, ça peut nécessiter la présence d'autres participants. Et des éléments à ne pas oublier, c'est notamment les mots, hein, et le silence dont qu'il faut éviter, hein, les expressions de visage, parce que quand vous faites une échographie, eh ben, la gestante est en train de vous observer. Et les expressions du visage, il faut éviter des expressions qui peuvent faire paniquer votre gestante. Il faut expliquer les images et tout en soulignant évidemment les belles images. Alors, sur le plan de la physique, en fait, les bases physiques de la génération de l'image échographique, ça c'est pour rappel, l'écho est la réflexion de l'onde ultrasonore sur une interface entre deux milieux d'impédance acoustique différente, hein, liées à la vitesse de propagation du son. Le balayage écho va produire une image bidimensionnelle qui se traduit par une coupe, et ce que l'on voit est la résultante de cela. Si le faisceau ultrasonore est atténué lors de son trajet, il y aura soit absence de transmission ou soit transmission avec faible atténuation. Et dans le choix de la sonde, il faut retenir que si vous avez une sonde de basse fréquence, il y aura une grande profondeur de pénétration, mais la résolution sera faible. Et si la sonde est de haute fréquence, la profondeur de pénétration est limitée et la résolution grande. Alors, sur cette diapositive, par exemple, on voit une atténuation moyenne, que ce soit dans et derrière la masse ici, une masse de kyste graisseux, ici sur cette image à gauche. Et à droite, on a cette atténuation-là sur une masse de fibrome. Ça, c'est un peu pour illustrer cette base physique. Alors, ici, sur l'image à gauche, on voit un cône d'ombre acoustique qui traduit en fait l'absence d'écho en arrière d'une structure qui réfléchit ou qui absorbe tous les ultrasons. Et à droite, on observe un renforcement postérieur, traduisant les ultrasons qui traversent une structure qui conduit bien le son, telle que par exemple une structure liquidienne ou un kyste, et qui continue à se propager en ligne droite, entraînant une augmentation de l'amplitude des échos postérieurs à la structure. Pour entrer maintenant dans le vif de notre sujet, nous allons successivement parler de l'échographie du premier trimestre et ensuite l'échographie du second et du troisième trimestre. Déjà, il faut noter que les objectifs de l'échographie du premier trimestre sont le diagnostic de la grossesse, la confirmation de son siège intra-utérin, il y a la datation de la grossesse,
avec correction du terme. Et ce terme est donné en semaine d'aménorrhée, en semaine plus jour d'aménorrhée. Il y a la vitalité embryonnaire, qui est également l'objectif de cette échographie, qui doit être évaluée, notamment avec l'activité cardiaque, la tonicité du sac et la visualisation ou la recherche de la visualisation du yolk sac ou de la vésicule vitelline. Elle a également pour objectif le dépistage et le diagnostic des pathologies du premier trimestre, telles que l'hématome décidual marginal, la grossesse molaire, ou encore le diagnostic d'autres pathologies gynécologiques qui peuvent être associées à la grossesse, notamment les fibroses. L'échographie du premier trimestre permet également le diagnostic de grossesse multiple, dont il faut préciser le nombre d'embryons et de sacs et établir ainsi la chorionicité. Alors, en rapport avec le nombre, il y a le nombre de sacs gestationnels qu'il faut établir, le nombre d'embryons aussi, et des vésicules vitellines qui doivent être données ou comptées avec précision. Il y a la chorionicité ou l'amnionicité, notamment quand il s'agit d'une grossesse gémellaire, qui doivent être affirmées avec certitude. Euh, Déterminer si vous êtes en présence d'une grossesse gémellaire bicoriale biamniotique et ce type de grossesse est établi par la recherche ou est affirmé par la présence du signe lambda, comme on peut voir sur cette image, sur cette iconographie. J'espère que tout le monde voit. Il y a le lambda et avec en plus la présence du trophoblaste hein, qui va s'insérer entre les membranes. Donc, lorsque vous avez le lambda avec la présence du trophoblaste qui s'insère entre les membranes, vous pouvez affirmer que vous êtes en présence d'une grossesse gémellaire, bicoriale et biamniotique. Alors, quant à la grossesse gémellaire monocoriale biamniotique, elle est affirmée par la présence du lambda, mais il y a absence de trophoblaste entre les amniotes. Vous dites, c'est une grossesse gémellaire monocoriale biamniotique. Alors, sur, euh, sur cette image d'une grossesse gémellaire monocoriale monoamniotique, il y a absence du lambda et les deux embryons sont dans le même sac. Donc là, vous dites, c'est une grossesse monocoriale monoamniotique. Et au même moment, il faut étudier la mobilité du fœtus. Est-ce que vous avez un embryon, pardon, pas du fœtus, on est au premier trimestre, d'un embryon. Est-ce que c'est un embryon qui est déjà mobile? Est-ce que c'est un embryon qui est pulsatile? Si vous avez la présence déjà de l'activité cardiaque, qu'il faut également préciser. Et si vous avez une activité cardiaque anormale, alors il faut compter la fréquence cardiaque. Toujours au premier trimestre, notamment pour l'évaluation du terme, hein, l'estimation de l'âge de la grossesse, il faut mesurer la longueur crânio-caudale. Et la longueur crânio-caudale, c'est le meilleur élément de datation. Mais on peut également, déjà au premier trimestre, pouvoir mesurer le diamètre bipariétal qui, lui, est l'élément pertinent de la datation. Généralement, c'est entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée. Alors, il est aussi indispensable au premier trimestre de pouvoir étudier les éléments de la morphologie, notamment le contour de la boîte crânienne. Il faut étudier le contour de la boîte crânienne.
il faut s'assurer de l'absence de particularité de la ligne médiane. On va y revenir plus loin. Étudier la paroi abdominale antérieure et s'assurer de la présence des 4 membres avec les 3 segments. Alors, au même moment, on évalue le volume ou la quantité du liquide amniotique, l'aspect du trophoblaste, hein, tout en s'assurant de l'absence de masse quelconque au niveau des annexes. Alors, il y a aussi un fait intéressant ou absolu qu'il ne faut pas occulter au cours de l'échographie du premier trimestre, c'est la mesure de la clarté nucale et éventuellement le calcul du risque d'anomalie chromosomique. Dans la clarté nucale, ce que l'on mesure, c'est la collection liquidienne rétronucale. C'est une mesure qui doit être effectuée au premier trimestre de la grossesse, à un âge compris entre 11 semaines et 1 jour et 13 semaines et 6 jours, soit pour un embryon dont la longueur crânio-caudale est comprise entre 35 et 84 mm. Et en dehors de ces limites, la mesure de la clarté nucale n'est pas valide. Donc, je répète, au premier trimestre, entre 11 semaines et 1 jour et 13 semaines et 6 jours. Ou soit pour un embryon dont la longueur crânio-caudale est comprise entre 45 et 84 mm. Et dans la mesure de la clarté nucale, il y a une démarche qualité qui est requise. Chaque cliché de mesure de la clarté nucale doit être évalué suivant un score euh, appelé le score de Hermann. En fait, le score de Hermann, il s'agit d'un score qui permet d'évaluer la qualité de la mesure échographique de la clarté nucale. Donc, c'est donc un critère de qualité qui tient compte de 3 critères majeurs et de 3 critères mineurs. Les critères majeurs sont évalués à 2 lorsque normaux et 0 lorsque non. Professeur Andy, on ne vous entend plus. Ah, il y a mon micro je crois qu'on a coupé. Je ne sais pas si c'est à quel moment vous avez arrêté de me suivre. Clarté nucale, le critère majeur et critère Oui, oui, mineur. On est bien là. Oui. d'accord. Oui, merci. Alors, donc je disais, 3 critères majeurs et 3 critères mineurs. Et les critères majeurs sont évalués au côté 2 lorsque bon et 0 lorsque anormal, le critère. Quant au critère mineur, lorsque le critère est bon, on cote 1 et lorsqu'il est mauvais, on cote 0. Alors, pour ce qui est des critères majeurs, il y a notamment une coupe, la coupe sagittale, il faut une coupe sagittale, pardon, stricte. Si vous avez, comme ici, une coupe sagittale bien stricte, vous pouvez coter 2. Et au contraire, si vous avez une coupe oblique, vous réalisez la mesure sur une coupe oblique avec la tête ou le rachis non visible et encore le globe oculaire ou un plexus choroïde visible, là, c'est côté 0. Deuxième critère, ce sont les calipers, hein, qui doivent être correctement placés. Hein. Le centre de ces calipers doit être positionné sur l'hyper-échogénicité au bord de la clarté nucale.
Et là, en ce moment-là, si vous avez cela, vous cotez 2. Et au contraire, si ils sont placés de façon incorrecte, vous cotez 0. Troisième critère majeur, c'est la continuité de la ligne hyperéchogène. La continuité de la ligne hyperéchogène de la peau qui doit être bien visible, hein, jusqu'au dos du fœtus. Et là, vous cotez 2. Mais si par contre, la ligne hyperéchogène de la peau n'est pas visible ou n'est visible qu'au niveau de la nuque seulement, là, vous cotez 0. Quant aux critères mineurs, il y a premièrement le zoom qui doit être suffisant, de sorte que l'image fœtale occupe au moins le 3/4 de l'image échographique, mais cependant, la tête et la zone ombilicale doivent être au moins visibles. Si vous avez ça, voyez, si vous avez ça, alors là, vous cotez 1. Au contraire, si l'image fœtale occupe moins des 3/4 de l'image échographique, là, vous cotez 0. Deuxième critère mineur, c'est la membrane amniotique qui doit être bien visible. Hein? La membrane amniotique doit être bien visible. Et lorsque cette membrane est bien visible, vous cotez 1. Et au contraire, si la membrane amniotique est non visible, là, vous cotez 0. Troisième critère mineur, c'est la position de la tête. La tête fœtale doit être en position neutre, comme ici. Hein? Là, vous pouvez coter 1. Mais si vous avez une tête fléchie ou une tête en hyperextension, là, il faut coter 0. Pourquoi? Parce que une hyperflexion céphalique va minimiser la mesure de la clarté nucale et une hyperextension va la majorer. Et lorsque vous avez évalué ces différents critères, les résultats sont classés en 4 groupes. On dit que l'image est excellente lorsque le score de Hermann est coté de 8 à 9. On lui a, le total, la sommation des cotes attribuées donne un total de 8 à 9 points. Là, vous dites que l'image est excellente. L'image est acceptable lorsque vous avez un score de 4 à 7 points. L'image est insuffisante pour un score de 2 à 3. Et l'image est inacceptable lorsque le score est de 0 à 1 point. Et donc, il faut retenir ici que les clichés à retenir, ce sont les clichés qui sont cotés de 7 à 9. Là, on dit qu'au moins est acceptable et la mesure ainsi prise est une mesure convenable. Alors, donc, la mesure de la clarté nucale permet de suspecter ou de suggérer la recherche des anomalies morphologiques, hein, notamment lorsque la clarté nucale, la mesure pardon, de la clarté nucale est augmentée. Et les anomalies qui peuvent être recherchées ou suggérées sont notamment les anomalies cardiaques et les ostéochondrodysplasies, les polystalques anomalies, la hernie diaphragmatique, l'omphalocèle, la mégavéssie et les syndromes génétiques. Donc, à partir de là, cela peut suggérer un complément d'investigation pour pouvoir mettre le doigt sur une éventuelle anomalie. Alors, ensuite, il y a l'échographie du second et du troisième trimestre. Quand faut-il réaliser ces échographies-là? L'échographie du deuxième trimestre, c'est entre 20 et 25 semaines. Elle va s'intéresser notamment à la morphologie. Il faut faire une étude détaillée de la morphologie fœtale, hein, notamment pour rechercher les malformations congénitales.
Ils peuvent être la conséquence des anomalies chromosomiques induites au premier trimestre. Elle s'intéresse également à la biométrie fœtale et au suivi de la croissance du fœtus. Quant à l'échographie du troisième trimestre, doit être réalisée entre 30 et 35 semaines. Elle s'intéresse notamment à confirmer les données du premier et du deuxième trimestre, confirmer l'anatomie fœtale, et évidemment établir le pronostic ou donner le pronostic de l'accouchement grâce notamment à la biométrie, à l'examen du placenta, hein, et à exclure les anomalies, notamment du poids du fœtus, qui peuvent éventuellement entraver l'accouchement par la voie basse. Ici, je voudrais souligner que cet âge-là de réalisation de ces échographies, c'est dans le standard. Évidemment, la fréquence de réalisation des échographies peut augmenter selon qu'on se retrouve devant une grossesse à haut risque ou une grossesse qui évolue sur un terrain pathologique. Alors, l'examen commence toujours par l'identification du praticien effectuant l'examen, son nom, son prénom, l'adresse et le téléphone, et le numéro de téléphone si possible. Il y a également l'identification de la patiente, hein, son nom, son prénom, la date de naissance. Il faut identifier le demandeur de l'examen, mais aussi la machine utilisée. Hein, quelle est la marque, le type, et si possible, la date de la première mise en circulation. Alors, on va également recueillir des informations initiales, hein, la date de réalisation de l'examen, la date des dernières règles, la date de début de la grossesse, si cela a été établi, le terme théorique en semaines et jours d'aménorrhée. Il y a le terme corrigé en fonction du mode de détermination de début de la grossesse. Au-delà, il y a les informations générales, hein, que lorsqu'on réalise l'échographie du deuxième trimestre surtout, ou même du troisième trimestre, il y a le nombre de fœtus. Hein. Si c'est une grossesse multiple, il faut individualiser des informations pour chaque fœtus. Hein. S'efforcer de confirmer ou de déterminer la chorionicité. Il faut identifier la position de chaque fœtus et de chaque placenta. Il y a la présentation qu'il faut déterminer, il faut identifier. Il faut préciser le côté de l'abdomen maternel où se trouve le dos fœtal et évidemment évaluer la mobilité spontanée. Alors, il y a un certain nombre d'éléments à évaluer au cours de l'examen morphologique, au deuxième trimestre surtout. Il y a notamment le contour de la boîte crânienne. Hein? Il faut que le contour soit bien régulier et équilibré. Lorsque donc, vous placez votre sonde, vous balayez, il faut que vous ayez une image avec les contours bien réguliers et équilibrés. Les sutures doivent être visibles et s'assurer qu'il n'y ait pas de déformation. Sinon, il faut les noter, il faut les relever. Il y a l'aspect des ventricules latéraux qu'il faut évaluer, comme ici. Il faut évaluer la taille des plexus qui occupent la largeur de l'atrium. Il faut réaliser une mesure précise, hein, de ces ventricules-là, hein, mais aussi de la mesure le diamètre pardon, atrial. Il faut étudier la forme des cornes antérieures et postérieures, l'aspect des parois, mais aussi le contenu. Alors ici,
j'ai mis une iconographie qui traduit une ventriculomégalie. Hein, en fait, la mesure normale est fixée, on va dire, à 10 mm. 10 mm, c'est la limite supérieure, parce qu'on peut aussi avoir des ventricules latéraux qui ont une mesure inférieure, ça peut arriver, mais on établit la présence d'une ventriculomégalie lorsque euh, on a une mesure qui dépasse 10 mm, et lorsque vous dépassez 20 mm, alors vous parlez d'une ventriculomégalie sévère. Il y a ensuite l'aspect de la ligne médiane, il doit être bien visualisé, hein, sur un plan axial, le plan du diamètre bipariétal. On doit pouvoir visualiser la peau du cerveau, la cavité du septum lucidum, le troisième ventricule, mais aussi le thalamus. Ils doivent être bien visibles au cours de sur cette image-là. Donc, la peau du cerveau, la cavité du septum lucidum, le troisième ventricule ainsi que le thalamus doivent être étudiés. Alors, il faut également procéder à l'examen euh, du cavum du septum pellucidum. Hein, cela peut se faire soit ici sur une coupe sagittale, on a un plan sagittal, où on doit aisément visualiser le corps calleux, la cavité du septum lucidum, le quatrième ventricule, le vermis pardon, cérébelleux, il y a la grande citerne ainsi que la tente du cervelet. Ça, c'est sur un plan sagittal. Mais sur un plan coronal, hein, il faut visualiser parfaitement les parois latérales du septum pellucidum, lucidum, pardon, la symétrie des cornes frontales, l'aspect des parois des cornes, le corps calleux, ainsi que la vallée sylvienne. Ensuite, d'ailleurs, ça, il faut souligner, l'échographie morphologique du deuxième trimestre, c'est souvent l'échographie dont la durée est plus longue comparée à l'échographie du premier trimestre ou du troisième trimestre. Il faut aussi évaluer ou étudier l'aspect de la fosse postérieure du cervelet. Hein. On doit pouvoir voir ou observer les contours du cervelet. Les contours du cervelet doivent être bien évalués. Il faut mesurer le cervelet, avoir une visualisation du vermis et la grande citerne qui doit également être mesurée. Alors, toujours au cours de cette échographie, on s'intéresse également à la continuité de la lèvre supérieure, hein, par une image qui montre la bouche vue de face, comme ici, hein, avec les parties des lèvres et les bords supérieurs du philtrum, hein, ce qui permet de diagnostiquer notamment la présence de bec de lièvre. Alors, il y a l'évaluation de l'aspect des poumons. On a des poumons là. Hein. Il est recommandé de faire l'analyse de l'aspect des poumons en tenant compte de la position du cœur. Donc ici, on a une coupe parasagittale, ici, coupe parasagittale, qui montre les rapports
du cœur et du diaphragme. Et hein, le diaphragme à gauche et même de l'estomac. Et on peut aussi, sur une coupe, voir les 4 cavités cardiaques, hein, qui montrent bien la position du médiastin et des 2 airs du médiastin. Alors, la position du cœur est également étudiée et décrite, hein. Il faut préciser cette position-là, bien visualiser les 4 cavités, hein, et donc il faut établir l'équilibre, hein, de ces cavités. Ici, sur l'image, on peut aisément objectiver l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droit et le ventricule droit. On a le septum interventriculaire, hein, qu'on peut aisément voir sur ces images-ci. Alors, dans l'étude ou l'examen de la position du cœur, il y a un certain nombre de critères de qualité ou de normalité qu'il ne faut pas confondre lorsqu'on fait l'examen du cœur fœtal. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de confusions ou des confusions fréquentes entre ces deux notions. Euh, il faut dire que les critères de qualité sont les éléments qui permettent de vérifier qu'une coupe est effectuée comme elle doit l'être, en suivant un référentiel opposable. Quant aux critères de normalité, euh, on y recourt si et seulement si les critères de qualité ont été préalablement respectés. Donc, ce sont là des éléments qui vont permettre de vérifier la normalité d'un organe ou d'une mesure. Et, et pour comprendre comment obtenir ces critères de qualité, il y a 3 éléments anatomiques qui doivent être rappelés. Le premier, c'est que compte tenu de la pression pulmonaire, comme on peut le voir sur cette figure-ci, hein, compte tenu de la pression pulmonaire chez le fœtus, le diaphragme est peu convexe. On a le diaphragme ici, qui est peu convexe, et le cœur est quasiment à plat sur le diaphragme, surtout sur le diaphragme antérieur. Voilà, ici aussi, on peut le voir. Et le, le deuxième élément, c'est que les côtes sont légèrement obliques. Et donc, le plan de la coupe des 4 cavités se trouve au niveau du 6e espace intercostal, hein, ou au ras de la 6e côte. On peut le voir ici, vous voyez, au ras de la 6e côte, pour avoir la coupe des 4 cavités. Et le troisième élément, c'est que la zone sur laquelle on peut étudier la coupe des 4 cavités, hein, est en fait un volume, une tranche, ici illustrée en jaune ici, hein, sur cette figure. Hein, c'est une tranche qui va du sinus coronaire en arrière, hein, en bleu ici, on a le sinus coronaire, hein, en arrière, à l'aorte qui est devant, ici en rouge. Et le troisième élément, c'est la zone sur laquelle on peut étudier la coupe de 4 cavités, qui aussi est un volume, une tranche, ici, sur cette image-ci, en jaune, qui va du sinus coronaire en arrière, ici en bleu, à l'aorte aussi, en rouge ici devant. Et donc, parce que si le plan est trop postérieur ou trop bas, les sinus coronaires est visible. Mais si le plan est trop antérieur ou trop haut, le départ de l'aorte est visible, comme on peut le voir sur cette iconographie ici. Alors, si le plan est trop antérieur, le départ de l'aorte est visible, je disais, et la coupe optimale est celle qui passe au niveau des veines pulmonaires. Voilà, on visualise les veines pulmonaires.
inférieur et du plan d'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. Voilà, ici. Alors, les éléments qui vont permettre de confirmer que ce plan est bien respecté, c'est justement les critères de qualité, hein. Si ces critères ont été satisfaits, vous avez satisfait à ces critères, vous pourrez affirmer la normalité de cette coupe ou dépister les anomalies identifiables sur le plan de l'évaluation du cœur, comme on peut voir sur cette figure-ci. Alors, outre le cœur, on s'intéresse également à l'aspect et à la position des gros vaisseaux. Toujours sur la coupe et 4 cavités, qui est indispensable, non seulement dans l'examen du cœur, mais elle permet aussi de dépister les anomalies des gros vaisseaux. Notamment, euh, on peut voir sur la première icono ici. Sur cette première icono, on a la coupe des 3 vaisseaux ainsi que de la trachée qui est là, hein, et qui est incontournable dans l'examen du cœur fœtal. Elle permet notamment de visualiser la crosse de l'aorte, hein, et le canal artériel et d'établir les rapports avec la trachée. Il y a la position de la veine cave supérieure, mais il y a aussi la position du thymus qui doit être établie. Et sur la deuxième icono, ici au-dessus, on peut voir à l'aide de Doppler, hein, une crosse aortique à gauche, normale. Hein. Notez que l'aorte horizontale et le canal artériel forment un V. Hein, forment un V. Et la réunion de ces 2 vaisseaux au niveau de l'isthme aortique, c'est ce qui établit. Et donc, quand vous voyez, et généralement, doit être, pardon, à gauche de la trachée. Et donc, le Doppler peut permettre de confirmer cet aspect et de vérifier plus sont convergents. Mais en cas d'anomalie, par exemple, en cas d'une involution de l'aorte dorsale gauche, hein, sur cette image-ci, cette icono, la troisième, on voit une involution de l'aorte dorsale gauche, une image en miroir de l'aspect normal. Hein. Le V est observé, il est conservé, pardon, mais plutôt à droite de la trachée. Vous voyez, la trachée se retrouve maintenant à droite. Donc ça, c'est une anomalie. On parle d'une involution de l'aorte dorsale. Hein. Le V est conservé, mais se trouve à droite de la trachée. Et donc, parfois, on comprend ici l'obligation de latéraliser le fœtus et de vérifier, hein, au même moment le situs lors de l'examen. Et on retrouve souvent comme des pathologies associées une tétralogie de Fallot dans près de 43% selon la littérature, une atrésie pulmonaire dans 22% des cas et un tronc artériel commun dans, on va dire, à peu près 13% de cas. Et sur cette dernière icono, on peut objectiver l'involution du 4e arc gauche. En fait, c'est la crosse de l'aorte, hein, c'est la crosse de l'aorte droit, simple. Hein, il y a perte du V, comme on peut le visualiser, et l'aorte et le canal artériel vont se réunir en U. Donc, on n'a plus de V, mais on a plutôt une image de l'aorte et du canal artériel qui se réunissent en U et la trachée. Et là, on peut parler d'une involution du 4e arc gauche. Toujours au cours de l'échographie morphologique, d'autres structures sont également évaluées. C'est notamment euh, la position de l'estomac qui doit être étudiée. Il y a l'aspect, hein, de l'intestin, l'aspect de la paroi
abdominale antérieure avec insertion, on doit également bien visualiser l'insertion du cordon. Et au cours de cet examen de l'aspect de la paroi abdominale antérieure, on peut à l'occasion diagnostiquer par exemple la présence de l'omphalocèle. Il y a l'aspect et le volume de la vessie qui sont également étudiés. Il y a l'aspect des reins, ici, qu'on voit, les reins du fœtus. C'est à cette occasion qu'on peut objectiver des anomalies du rein, s'il y en a. Alors, il y a l'aspect du rachis, hein, la continuité du rachis, la forme, l'angulation même du rachis, qui doit être étudiée. Il y a la présence des 4 membres avec les 3 segments de chaque membre qui doit aussi être étudié. Et en cas d'anomalie, il faut les préciser. Et il y a l'estimation de la quantité euh, du liquide amniotique qui doit également être établie, que ce soit au 2e ou au 3e trimestre. Hein. Et pour ça, il y a les 2 méthodes d'évaluation. Il y a le FELAN, hein, qui consiste à la mesure ou à l'addition des mesures des 4 citernes, hein, mesurées dans les 4 cadrans de l'utérus. Et on commence par le cadran inférieur droit, on va au cadran supérieur droit, on visualise une grande concentration de liquide amniotique et on mesure la citerne. Ensuite, le cadran supérieur gauche et enfin le cadran inférieur gauche et on additionne les mesures. Ça, c'est euh, par la méthode de Phelan, le calcul de l'amniotic fluid index ou l'index de liquide amniotique. Il y a la méthode de Chamberlain qui, elle, consiste en la mesure de la plus grande citerne. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y ait pas d'interposition des parties fœtales, hein, là où vous prenez la mesure, parce que en cas d'interposition des parties fœtales, eh ben, la mesure peut être biaisée. Alors, il y a l'examen du placenta, hein, euh, dont il faut évaluer le grade de maturation, l'épaisseur, hein, noter s'il y a la présence des plages de calcification. Et au 2e et 3e trimestre, on n'oublie pas la biométrie fœtale, hein, notamment le diamètre bipariétal, la circonférence céphalique. Il y a le périmètre abdominal et il y a la longueur du fémur. Et au même moment, on fait une estimation du poids fœtal. Eh ben, lorsqu'on fait une échographie, bon, on n'occulte pas, hein, parce que là, c'est pour les besoins de la gestante, la détermination du sexe. Et d'ailleurs, dans nos milieux, pour les femmes enceintes, lorsqu'elles arrivent, la première question, c'est, docteur, vous n'allez pas faire une échographie aujourd'hui pour nous les obstétriciens? Et quand tu fais l'échographie, en fait, l'information utile recherchée par la patiente, c'est quel est le sexe euh, de l'enfant. Et donc, pour conclure, pour ne pas m'appesantir, parce que dans mon exposé, c'est essentiellement ce qui est normal au cours de l'échographie de la femme enceinte. Je pense que on pourra revenir euh, dans les cadres d'autres réunions, d'autres webinaires de Lundi Parlons Radio, on pourra revenir sur les anomalies ou les malformations. Et donc, en conclusion, on peut donc affirmer que l'échographie est un examen paraclinique obstétrical indispensable, hein, à la surveillance de la grossesse. Et lorsqu'elle est bien réalisée, elle peut s'avérer un outil qui permet un suivi optimal de la grossesse pour son bon aboutissement. Voilà un peu de manière succincte, professeur Gertrude, ce que je puis dire sur l'échographie
de la femme enceinte. Je vous remercie. Merci beaucoup et bravo, professeur Andy. Bravo, c'était un exposé tellement intéressant et on ne peut pas dormir devant un tel exposé, tellement ça vous transporte. C'était très, très bien présenté. Bravo, bravo. Bravo à vous. Et alors, on a retenu beaucoup de choses, hein. Vous nous avez dit que c'est depuis pratiquement 1917 que, on parle d'échographie. On a commencé avec Pierre Curie, mais vous avez dit aussi c'est surtout vers les années 1970 à 2000 que les applications médicales qu'on a, grâce à la révolution électronique, qu'on a commencé réellement à s'intéresser ou à avoir des répercussions au niveau médical. Et vous avez insisté que sur le plan du déroulement de l'examen, c'est important. Vous avez dit l'interrogatoire est un élément très, très important. Et vous avez aussi insisté sur le fait que les conditions techniques de cet examen d'échographie doivent être prises en compte parce que vous avez dit que c'est un examen qui est opérateur dépendant. Effectivement, opérateur dépendant parce qu'on ne peut protocoler, on ne peut faire un compte rendu que sur de choses qu'on connaît. Et donc, vous avez dit que la manipulation est un élément très, très important. Donc, les manipulateurs est un élément très important. Et vous avez aussi insisté hein, que nous devons éviter les expressions de visage. Effectivement, quand nous sommes en train de travailler, les patients nous observent. Et donc, il ne faudrait pas que vous êtes en train de faire des mimiques. Il peut paniquer. Et vous avez rappelé le base physique, notamment la réflexion, la diffusion et l'absorption. Et quelque chose d'important, quand vous êtes entré dans les détails, vous avez parlé des temps. Vous avez dit qu'on a 3 temps importants, le premier trimestre, le deuxième et le troisième. Et au niveau du premier, vous avez dit que l'élément important, parmi les éléments importants, je ne les cite pas tous, hein, vous avez tellement bien parlé, mais vous avez dit qu'on devait, parmi les éléments qu'on devait rechercher au premier trimestre, c'était confirmer d'abord s'il y a une grossesse et si elle est réellement intracavitaire. Et ça, c'est un élément important. Je crois que la panéliste va aussi insister là-dessus. C'est un élément important parce que c'est bien de voir la grossesse, mais est-ce qu'elle est réellement dans la cavité utérine? Et puis, vous avez dit autre chose, datation, vitalité, etc., le nombre de grossesses. Et sur le nombre de la grossesse, vous nous avez expliqué comment est-ce que, à partir du nombre de grossesse, le nombre d'embryons, on pouvait savoir qu'il y a cette grossesse était monocoriale, monoamniotique, bicoriale, biamniotique ou encore autre chose que ce que vous nous avez encore dit. Vous nous avez dit qu'on devait vérifier, regarder les signes de lambda et le trophoblaste. Quand on a les deux, on pense à une grossesse bicoriale biamniotique, mais lorsqu'on a que le lambda et pas, la tropho, si l'absence de trophoblaste, nous allons penser à une grossesse monocoriale biamniotique. Et vous avez dit que lorsqu'on a les deux n'existent pas, alors c'est une grossesse monocoriale, monoamniotique. Alors, pour le deuxième trimestre, vous nous aviez dit que, en fait, pour le premier trimestre, vous avez insisté en disant que nous devions rechercher la comment vous avez appelé ça, la clarté nucale. Et vous avez dit que cette clarté nucale, vous avez donné les normes, hein. On ne les recherche pas n'importe comment. Vous avez donné les normes, vous nous avez rappelé, et vous avez dit que ça va nous aider à rechercher des malformations. Au deuxième et au troisième trimestre, vous avez dit que c'était des examens surtout morphologiques. Et donc, la morphologie qu'on commence à rechercher depuis le premier trimestre, on va l'amplifier au deuxième trimestre. Et vous avez insisté en disant qu'au deuxième trimestre, c'est là où c'est un examen, en fait, le plus long, parce que c'est là où on va rechercher les malformations qu'on a suspectées au premier trimestre, bien le rechercher en deuxième trimestre, voir si c'était réellement des malformations ou pas, et rechercher d'autres. Et vous avez dit qu'on devait continuer avec les biométries fétales. Alors là, vous avez beaucoup parlé, vous avez parlé de tout ce qu'on doit rechercher, notamment du score de Hermann, vous avez dit parler de beaucoup de choses, hein. Et ce que j'ai retenu, vous avez parlé qu'on devait évaluer la qualité. Et sur le plan de la qualité, vous avez dit qu'on devait rechercher 3 critères, c'était toujours pour la clarté nucale, hein, rechercher 3 critères moyens ou 3 critères mineurs. Et ça, c'était au premier trimestre, hein, mais aussi au deuxième trimestre. Enfin, au deuxième trimestre, je disais, donc ça, c'était le premier trimestre. Au deuxième trimestre, vous nous avez dit que lorsque nous devons rechercher sur le plan de la morphologie, par exemple, au niveau du cœur, vous avez donné beaucoup d'éléments sur ce que nous devons examiner au niveau du cœur. Il y a tellement d'éléments, j'ai tellement écrit beaucoup de choses très, très intéressantes. Mais aussi, vous avez dit qu'au deuxième trimestre,
on devait regarder, on devait regarder quoi encore? Au troisième trimestre, vous nous avez dit qu'on devait confirmer ce qu'on a vu au deuxième trimestre, mais aussi confirmer, par exemple, vous avez dit au troisième trimestre, à part le liquide amniotique, on doit regarder le placenta, et ça, c'est déjà commencé à regarder au deuxième trimestre. Bref, je ne vais pas refaire tout ce que vous nous avez dit. J'ai dit seulement à l'Assemblée que tout ce que le professeur a dit, j'ai noté beaucoup de choses, mais je ne peux pas faire un résumé en 5 minutes sur ce que le professeur a dit. Il a tellement dit des choses intéressantes. Alors, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, dans le chat, vous allez le voir, on a mis les références, hein. Si vous voulez suivre tout ce que le professeur a dit, il y a les références dans les chats, dans la chaîne YouTube de Lundi Parlons Radiologie, où vous pouvez aller voir tout ce qu'on a dit. Alors, un communiqué, un message avant de passer la parole au premier panéliste, c'est pour concernant nos assistants de Lubumbashi, de l'UNILU et de l'UNIKIN. Les cours d'aujourd'hui du professeur Mangama fera partie de contrôle des connaissances. Donc, nous n'allons pas revenir là-dessus pour l'imagerie de la femme, mais pour le contrôle des connaissances, nous allons tenir compte de ça. Donc, c'est un cours déjà vu. Alors, merci beaucoup, professeur. Nous allons passer la parole au docteur Anabila pour son intervention. Professeur Anabila, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci, professeur Mbangama, pour ce très, très bel exposé. Je voudrais remercier aussi le professeur Mata, professeur Louyeye, pour l'opportunité qui m'est faite d'être panéliste aujourd'hui. Alors, j'ai envoyé un message aux deux professeurs pour dire que j'ai une dame en salle de travail qui est à 6-7 cm et donc j'attends qu'on vienne me chercher, mais je vais déjà dire un mot. Si pendant la discussion j'ai disparu, tout le monde aura compris. Alors, donc je voulais insister sur le fait que l'échographie est très, très, très importante parce qu'elle a des implications cliniques majeures, que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Donc, le professeur Mbangama a parlé au premier trimestre du contenu utérin, donc très, très important, hein. On sait quelle sera la conduite à tenir en cas de, de suspicion ou de confirmation de grossesse extra-utérine, en cas de suspicion de grossesse molaire. Donc, on ne donnera pas à une patiente des utérotoniques quand on suspecte une grossesse molaire. On va plutôt faire un curetage et puis une analyse anatomopathologique pour assurer le suivi. Donc, tout ça part de l'échographie. Très, très, très importante la datation au premier trimestre parce que si on fait une mauvaise datation, on peut se tromper plus tard par rapport soit à un retard de croissance, soit à une macrosomie. Au deuxième trimestre, le professeur a bien détaillé tous les organes qui passent en revue et donc un diagnostic de malformation est très très important dans la prise en charge et le suivi de la grossesse. Au troisième trimestre, l'échographie est très très importante, surtout elle va nous guider dans tout ce qui est indication d'extraction fœtale, par exemple dans le cadre d'un retard de croissance intra-utérin, dans le cadre de Doppler ombilico-cérébro-pathologique. Aussi, elle va nous aider dans la décision de la voie d'accouchement. Donc, vraiment, en tant que praticien, donc les obstétriciens qui font les échographies, eh ben, l'échographie va vraiment être notre lumière par rapport à tout ce que nous allons décider comme acte. Aussi, je voulais dire un petit mot sur le temps imparti dans nos consultations à l'échographie qui, je pense, n'est jamais suffisant. Donc, être toujours, on va dire entre guillemets, honnête avec soi-même, ça veut dire que quand on n'a pas vu certaines structures, parce que le professeur Mbangama a dit que c'est des échographies qui sont faites sur un mobile fœtal, donc sur un fœtus qui bouge. Il y a parfois des médiums avec des tissus graisseux importants chez la patiente. Donc, faire vraiment son checklist et quand on n'a pas tout vu, eh ben, ne pas hésiter à faire revenir la patiente. Parfois, pour une question de temps, on ne s'appesantit pas trop, mais il faut revoir la patiente jusqu'à ce qu'on termine notre checklist. Quitte à ce que ce soit au troisième trimestre, parce que de toute façon, on refait rapidement une morphologie à ce moment-là aussi. Aussi, je voudrais aussi redire, je pense qu'on avait parlé il y a 1 an ou 2 de la limite dans le bilan d'extension quand on fait un diagnostic de malformation.
notamment au niveau génétique, hein. Alors, professeur Mbagama peut peut-être nous dire aussi ce qu'il en est du laboratoire de génétique clinique universitaire actuellement, notamment sur les cariotypes sur liquide amniotique. Et enfin, je voulais aussi partager mon expérience par rapport à l'annonce des malformations fœtales faites aux patientes. En général, les patientes disparaissent. Je suppose parce qu'elles ont besoin d'avoir un deuxième, un troisième avis. Quand elles ont, je pense, confirmation des malformations, ne reviennent pas par gène, je suppose. Et donc, on a un mauvais suivi dans la suite, hein, ce qui peut aussi être handicapant quand on veut publier ou écrire, en tout cas, sur toutes les malformations qu'on a eues. Voilà, ça c'était ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Anabila. Je sais que la patiente, comme elle est sous ton contrôle, elle va bien accoucher, ça va bien se passer. Merci. Alors, alors, merci beaucoup. En fait, par rapport, avant de passer la parole au groupe, au chat, je voulais dire ceci. Le professeur Mbanga m'a insisté lorsque, de toute façon, aujourd'hui, il a parlé d'une échographie normale, mais je voulais insister surtout pour nos assistants parce que la plupart du temps, généralement, il y en a même qui se bombent le torse. Je fais déjà de l'échographie, mais vous avez compris avec l'exposé du professeur Mbangama qu'il y a deux types d'échographie. En fait, chez la femme enceinte, on fait l'échographie obstétricale, l'échographie fœtale. C'est deux entités différentes. Parce que ce qu'on voit à la cité, c'est que tout le monde fait. Il prend les BIP, il prend les DAT, les DAP fémur, et puis c'est fini. Mais vous avez vu que le professeur Mbangama est allé au-delà. Vous avez vu tout ce qu'il a fait comme coupe au niveau, par exemple, du cœur, tout ce qu'il a ressorti comme pathologie après avoir fait toutes ces coupes. Et donc, même la position, il a même dit qu'il faut, deux fois, vous devez latéraliser la femme, vous lui changez des positions. Et donc, là, vous allez dans les détails. Ce n'est pas seulement prendre les mesures de BIP, vous prenez l'AC, vous prenez fémur et vous dites à la femme de partir. Et deux fois même il a aussi parlé de l'annonce même de sexe, hein. Il y a des femmes qui viennent à l'échographie, elles, peu importe ce qu'on lui dit, c'est juste le sexe qui lui importe. Mais nous devons faire l'échographie fœtale. Nous sommes, là je parle pour nous les radiologues, mais ça vaut de même, je crois, pour les gynécos aussi. Nous devons faire de l'échographie fœtale. Nous allons dans les détails. Quel est cet enfant qui va naître? Qu'est-ce qu'il en est? Donc, c'est très, très important. Et vous avez vu, le professeur Mbangama ne s'est pas contenté de donner Bible dans les détails. Donc, il a vu l'enfant s'il était avec l'enfant dans les seins de la maman. Et donc, ça, c'est un élément important que j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que le problème, c'est ce qui se passe à la cité. On pense que tout le monde, et je suis convaincu que même dans le groupe de ceux qui ont suivi aujourd'hui, beaucoup ont ajouté quelque chose à cette présentation. Professeur Mbangama, je crois que nous allons avec vous, si vous l'autorisez, comme on est encore dans le mois de l'imagerie de la femme, on va peut-être programmer une autre présentation où vous viendrez nous parler des malformations qu'on peut voir. Parce que vous avez survolé quelques malformations. Il y a une malformation importante qui revient. Je vais vous poser une question avant de donner aux autres. Quel est le pourcentage plus ou moins des malformations comme les valves de l'urètre postérieure? Parce que lorsque vous avez parlé de rein, vous avez seulement survolé, mais on voit ça beaucoup, hein. Vous avez une hétérohydronéphrose importante. Et là, on suspecte directement, si c'est un garçon, on suspecte des valves de l'urètre postérieure. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans votre pratique? Et puis, il y a quelqu'un qui a demandé quels sont les repères à utiliser pour dater la grossesse au premier trimestre. Professeur Randy, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Le Yeye, pour les questions. Effectivement, j'ai noté dans le chat euh, la question d'un participant ou d'une participante. Je m'excuse si je ne sais pas dire. Alors, C'est moi ou on je vais... vous entend très loin? Ah, Je pense que... excusez-moi. Ah, Et là, ça va mieux? oui, c'est mieux. Oui. Alors, donc, je disais, merci pour la question ou les questions. Vous avez demandé quelle est la fréquence en pratique des malformations
de type valve de l'urètre postérieur. Et un, un- un participant a également posé la question sur les, 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 Les les- les repères, repères, les repères repères utilisés. utilisés pour la datation. Alors, mais il y a aussi une troisième question dans le chat que j'ai vu, c'est comment dater la grossesse gémellaire au troisième Ah, ok. trimestre si les deux fœtus présentent une différence d'âge ultrasonique significative et que la date des dernières règles n'est pas renseignée. Ouais, Ben, oui. en fait, la, la, les valves de l'urètre postérieur, euh, qui représentent en fait la cause la plus fréquente des obstructions du bas appareil chez le garçon, a une fréquence estimée, je veux dire, de façon variable, hein, qui se situe entre euh, 1 sur 25 000 naissances ou Ok. 1 sur 5 ou 8 000, sur 8 000 naissances chez le garçon. Ça, c'est chez nous ici. Ah, vous avez demandé chez nous. Oui, oui, je Bon, demande chez nous, c'est quand ta même propre assez expérience, rarissime, hein. quoi. Mhm. Non, non, c'est assez rarissime. Ce sont Ah, des ok. cas, généralement, c'est un cas, par exemple, sur l'année, vous pouvez juste avoir un cas. Le tout Ah, part ok. du fait qu'on vous réfère, si le diagnostic est suspecté à la cité, et que l'on vous Ok. réfère le cas. Mais comme vous Ah, savez, ok. souvent, ce sont des malformations qui sont passées inaperçues. Moi, Mhm. là, je parle de l'échographie réalisée chez nous Ah, ok. en obstétrique. Je Mhm. ne peux pas parler sur la Mhm. fréquence en imagerie, qui Mhm. certainement peut être différent. Mhm. Ça, c'est chez nous. Voilà un peu ce que je peux dire. Euh, Quant au repère de datation, en fait, pour dater une grossesse au premier trimestre, l'idéal, c'est le premier trimestre. Parce que là, au moins, on est Mhm. sûr qu'on a un âge correct. Lorsqu'on vient évaluer la datation au deuxième ou au troisième trimestre, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire la croissance totale, parce que là, on se sert de la biométrie. Et donc, l'idéal, c'est au premier trimestre, avant 8 semaines, c'est la mesure du sac gestationnel. Entre 8 et 12 semaines, c'est la longueur crânio-caudale. Je vous ai dit, c'est la longueur crânio-caudale était le paramètre, l'élément, le meilleur élément de datation, la longueur crânio-caudale. Et au-delà de 12 semaines, là, en fait, c'est la biométrie, hein, avec les différents diamètres bipariétal, la circonférence abdominale, le périmètre crânien, euh, la longueur du fémur. Mais comme j'ai dit, lorsque vous n'avez pas d'élément de départ du premier trimestre et que vous recevez une femme au deuxième trimestre, troisième trimestre, vous allez avoir certes euh, la biométrie fœtale, mais vous n'aurez pas la possibilité de savoir est-ce que la croissance était normale ou pas. Et donc, l'âge, vous allez vous en contenter parce que vous n'avez que ça, mais la marge d'erreur est énorme comparée à l'échographie du premier trimestre. Alors, pour la question comment dater la grossesse gémellaire au troisième trimestre, si les deux fœtus présentent une différence d'âge significative, mais là encore, c'est ce que je dis. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une dame, une gestante au premier trimestre, établir une datation et ensuite, au cours des échographies ultérieures, vous évaluez par rapport à l'âge correct que vous avez eu, si la croissance est normale ou pas. Hein? Comme je venais de le dire tantôt, vous recevez une femme qui a une grossesse gémellaire au troisième trimestre. Vous avez un fœtus qui semble avoir une biométrie supérieure à l'autre. En ce moment, vous ne pouvez que spéculer. Hein? Vous vous dites, tiens, il y a un jumeau qui est plus gros, l'autre est plus petit, mais vous ne pouvez pas établir la croissance parce que vous n'avez pas les éléments de départ. Et donc, vous avez un âge, mais établi
à partir de la biométrie, mais sans avoir suffisamment d'éléments pour affirmer une croissance anormale. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Professeur, il y a encore des questions. On a demandé à quelle période doit-on réaliser le score de Manning? Alors, bon, le score de Manning, c'est ce score-là obstétrical qui nous Hmm. permet d'évaluer le bien-être fœtal ainsi que le risque encouru par ce fœtus-là. En fait, c'est un score qui est établi par l'évaluation de 5 paramètres, dont 4 paramètres échographiques. Et le cinquième paramètre, c'est le monitoring fœtal. Alors, si vous voulez avoir un quand on dit Manning, ça veut dire les 5 éléments sont évalués. Et les éléments échographiques peuvent être évalués avant, hein, sans qu'on puisse établir ce score-là. Il y a notamment les mouvements fœtoactifs, il y a le tonus, il y a la quantité du liquide amniotique et il y a les mouvements respiratoires ou les poumons du fœtus. Et tous ces paramètres, je disais, peuvent être évalués avant. Mais le monitoring fœtal qui évalue en fait la réactivité ou, si vous voulez, la fréquence cardiaque par rapport soit au mouvement ou soit aux contractions, ça c'est plus tard, mais ici, le monitoring statique, donc le MST, c'est par rapport au mouvement fœtoactif, la réaction, entre guillemets, comme une réaction. Comment est-ce que le cœur réagit? Ça, on ne peut l'évaluer qu'à partir de 32 semaines. Et donc, je puis dire que c'est à partir de 32 semaines qu'on peut évaluer le score biophysique de Manning. Mais souvent, c'est 34 et au-delà, en fonction Ok. de la situation. Merci, professeur. Une autre question. Il y a des questions pleuvent ici. Professeur, ma question est de savoir quand est-ce qu'il faut conclure à un œuf clair? Alors, on est au premier trimestre. On a posé le diagnostic de la grossesse sur le plan biologique, mais on fait une échographie. On a un sac gestationnel sans écho embryonnaire. La question est de savoir, est-ce qu'on est déjà arrivé à un âge où on peut visualiser l'embryon ou pas? Et souvent, lorsque l'embryon n'est pas visible, il ne faut pas s'empresser de conclure à un œuf clair. Il faut plutôt faire l'effort de voir si on arrive à visualiser le yolk sac ou la vésicule vitelline. Lorsque la vésicule vitelline est visualisée, même lorsqu'on ne voit pas encore le fœtus, mais on peut se dire que, tiens, lorsqu'on ne voit pas Ouais, encore l'embryon, pardon, ouais. on peut se dire qu'il y a un embryon dans ce sac-là. Donc, il faut Hmm. revoir la femme après un intervalle de temps, une semaine, 2 semaines, pour voir si on arrivera à visualiser cet embryon. Donc, après ces deux échographies-là, la Hmm. première, vous n'avez pas d'écho embryonnaire. Une semaine ou 2 semaines après, il n'y a toujours pas d'écho embryonnaire, mais vous tenez également compte on va dire, de la paroi du sac. Hmm. Généralement, lorsqu'on a un œuf clair, la paroi n'est pas tonique. C'est une Hmm. paroi qui n'est pas tonique. Et puis, Hmm. même la couronne Épaissi. trophoblastique tout autour n'est Hmm. pas épaisse. Et Et des donc, photons. après Hmm. cette échographie-là, vous pouvez vous dire, non, ici, on a affaire à un œuf clair. Œuf clair. OK. Merci, professeur. Une autre question. Professeur, on dit comment on apprécie le mouvement respiratoire? Alors, bah, c'est comme j'ai dit, l'échographie morphologique, en fait, si vous voulez faire un Manning, je crois que le temps imparti, c'est pas moins de 30 minutes, hein, pour pouvoir bien observer et voir. Lorsque vous évaluez, je ne sais pas si je peux retrouver attendez voir si je peux retrouver, euh, je ne sais pas si ma présentation est toujours projetée. Oui, oui. Oui, elle est toujours OK. visible. Oui. Alors, euh, je vais rapidement aller. Alors, ah non, je suis plus en mode diaporama. Je mets en mode diaporama. Voilà.
Alors, quand vous voyez les poumons, il faut avoir mettre votre sonde, c'est en temps réel, hein. Vous mettez votre sonde, vous objectivez, vous visualisez les poumons et vous l'observez. Normalement, si vous avez un mouvement en 15 minutes, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Au moins On un ne voit pas votre mouvement. curseur. Professeur, on ne voit pas votre curseur. Non, les poumons sont là, Ah, hein, le ici. curseur, c'est bon. Oui, oui, oui. Et donc, vous observez et vous voyez s'il y a présence de mouvement respiratoire, vous dites qu'il y a présence de mouvement respiratoire. C'est seulement comme ça qu'on arrive à évaluer les mouvements respiratoires fétals. Mais ça, ce n'est pas la maturité pulmonaire, hein. Je voudrais bien insister là-dessus. Je ne sais pas si Mm. la question faisait également référence à cela. Ok. Professeur, une autre question. Il demande, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'avortement sélectif dans notre pays? Parce que il dit, pour une échographie réalisée au deuxième trimestre sur une grossesse gémellaire mettant en évidence un fœtus morphologiquement normal et l'autre anencéphalique, quelle conduite à tenir chez nous au Congo? Est-ce qu'il existe l'avortement sélectif dans notre pays? Comment on manage ça? Si vous pouvez donner votre avis là-dessus. Ah non, à mon avis, je pense que nous ne pratiquons pas encore l'avortement sélectif. En fait, euh, il y a peut-être une anencéphalie, certes, c'est une malformation incompatible avec la vie, mais l'autre fœtus, s'il est encore normal, on ne va pas le mettre en danger en faisant un avortement sélectif. Vous voyez, il en est même de même, je peux même aller plus loin pour dire, il y a des cas où on a une grossesse gémellaire avec la mort d'un fœtus. Là encore, il y a beaucoup de considérations. On ne va pas aller, dans notre milieu, on ne pratique pas les avortements sélectifs. On va plutôt aller continuer à surveiller le fœtus en bonne santé jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il est menacé. Et s'il y a une maturité, surtout pulmonaire, qui garantit sa survie, en dehors, ben alors là, on interrompt la grossesse totalement. Et non un avortement sélectif, en tout cas. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu à vivre ce genre de cas-là. OK. Merci, professeur. Les valeurs, quelles sont les valeurs limites de la fréquence cardiaque chez les fœtus et comment ça évolue au cours du trimestre à l'échographie? Non, il n'y a pas une évolution particulière, hein. Habituellement, nous considérons que normalement, la fréquence cardiaque chez le fœtus va de 120 à 180 battements par minute. Et en dehors de ces limites-là, on peut évaluer, donc parfois même on peut descendre jusqu'à 110. Et on ne parle de bradycardie qu'en dessous de 110. Et j'ai dit 120 à plutôt 160, pas 180, Hmm, 120 à 160 battements par minute. Et hmm. c'est on dépasse les 170 qu'on parlerait de tachycardie. Mais là, il n'y a pas une évolution particulière. Mais lorsque vous devez prendre une décision, ce n'est pas une décision basée sur la mesure de la fréquence, une mesure ponctuelle. Lorsque vous avez une anomalie, on préfère toujours observer soit par un monitoring fœtal, ou soit alors évaluer s'il y a risque de mort avec le Doppler et ne pas se contenter de prendre une décision parce que bon, j'ai des blessés à 180 battements par minute ou la fréquence du cœur fœtal à 180 et puis décider en disant qu'il y aurait souffrance ou pas. Merci beaucoup, professeur. Une autre question. Comment peut-on faire la différence entre l'hémorragie intra-amniotique et l'hétérogénéité du liquide amniotique normal au deuxième trimestre? Hémorragie, Hémorragie intra-amniotique hémorragie intra-amniotique et puis, et un liquide l'hétérogénéité du liquide amniotique normal au deuxième trimestre. waouh, bon, en fait là, il faut arriver à bien faire la part des choses. Lorsqu'il y a une hémorragie, et lorsqu'il y a une hétérogénéité. En fait, l'hétérogénéité du liquide amniotique provient de quoi? Ça provient généralement lorsque de l'apparition notamment de vernis caseosa, hein, ou autres cellules fœtales. Tandis que lorsqu'on a une hémorragie intra-amniotique, vous avez l'hyperécogénicité, pardon, vous avez, pardon, l'hypoécogénicité du liquide mêlée des zones hyperécogènes, donc semées ou sinon parfois déposées
hein, lorsque vous avez une hémorragie intra-amniotique. Voilà un peu ce que je peux dire, hein, de manière succincte en tout cas. Professeur, comment pronostiquer une grossesse molaire partielle? Comment pronostiquer une grossesse molaire partielle? En écho du Mais T1, en pourquoi? écho du T1, comment pronostiquer une grossesse molaire partielle? Non, mais je ne sais pas s'il veut bien préciser sa question. Pour lui, le pronostic dont il parle, c'est quoi? Si on peut se permettre de laisser évoluer la grossesse ou l'interrompre. C'est Melki qui a posé la question. Si tu peux ouvrir ton micro et préciser ta question. C'est écrit Melki. Vous pouvez préciser votre question? Il nous Oui, je reste suis 15 là. minutes. Oui, précisez la question pour que le professeur Oui, réponde. en fait, la question était pour vouloir savoir si, en échographie du premier trimestre, là, on se trouve devant une situation où on a une, une grossesse molaire partielle. Est-ce qu'on peut, on peut pronostiquer comment on peut juger cette situation? Quelle suggestion on peut donner au médecin traitant ou bien aux sages-femmes? Alors, lorsque vous avez une grossesse molaire, ça c'est une anomalie du placenta. Et souvent, en cas de grossesse molaire, on ne laisse pas une grossesse évoluer, on procède à une évacuation utérine. Maintenant, lorsque vous voulez savoir si dans une mole partielle, c'est vrai qu'il y a un embryon, et puis il y a le trophoblaste qui prolifère de manière anarchique, ben, si c'est établi que c'est un embryon ou un embryon qui évolue grâce aux éléments d'évolutivité, on peut observer, décider lorsque vous aurez l'impression que l'embryon n'évolue plus. Mais sinon, en présence d'une grossesse molaire, bah, je crois que l'option, c'est une évacuation de l'utérus. Merci, professeur. Les questions pleuvent, hein, mais on sera à un moment obligé d'arrêter parce que là, il nous reste 15 minutes. Professeur, on demande la bonne fréquence cardiaque. On la prend où? Au niveau de l'artère ombilicale ou au niveau du cœur même? Ben, ça s'appelle fréquence cardiaque. Hmm, C'est au niveau du cœur. voilà. Donc, vous avez votre réponse, hein. La bonne Parce que fréquence cardiaque, vous si vous l'appelez voulez aller étudier le cordon ombilical, en fait, vous voulez étudier le flux sanguin, notamment avec le Doppler, le hein, Doppler, pour oui. voir, est-ce que rechercher éventuellement s'il y a une inversion qui peut représenter un paramètre ou un élément de risque, hein, pour décider s'il faille interrompre ou laisser évoluer la grossesse. Mais je crois que fréquence cardiaque, bah, je crois que c'est au niveau du cœur, là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pense que... Hmm. Alors, il y a un médecin qui a dit que pas dit beaucoup de choses, vous n'avez pas vraiment, vous avez seulement effleuré, pas dit grand-chose sur le cordon ombilical. Il demande un commentaire de votre part pour l'examen d'un cordon ombilical à l'écho fœtal. Non, mais pour le cordon ombilical, essentiellement, ce sont les éléments qui constituent ce cordon-là, notamment les vaisseaux, hein. Normalement, on doit se retrouver avec euh, deux artères et une veine, Deux artères, une veine. et Hmm. deux artères et une veine. Et Hmm. puis, lorsqu'il y a des anomalies, ça peut être une anomalie du nombre de vaisseaux, mais on peut aussi, par le Doppler, arriver à suspecter, euh, comment dire, soit un nœud incirculaire, ça on peut le suspecter. Du circulaire. Mais oui, hein, incirculaire, ouais. Je pense qu'on a perdu le vice-doyen. Donc, les professeurs ont dit, Oui, il se je pense reconnecte là, je vois. qu'ils se reconnectent, hein. Bon, j'en profite alors pour répondre à la question qu'on m'avait posée, moi. C'était, attends, qu'est-ce qu'on m'a dit? Attends, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, Dibel a dit, j'insiste sur l'écho fœtal et que cela implique une facturation de plus. Quel est selon vous les prix à payer au minimum pour une écho obstétricale fœtale?
docteur, enfin, de nos temps, hein, je peux dire que dans le temps que nous sommes, en 2021, on ne peut pas faire une échographie obstétricale comme ferait un infirmier, par exemple. Pour un infirmier, la femme il est dans un centre. On veut juste savoir si cette femme qui vient, l'enfant est vivant pour lui éviter, par exemple, une césarienne. Parce qu'on a vu le Congo, il faut savoir que le Congo est parmi, le professeur Andy le sait mieux que moi, peut-être qu'il va le dire quand il va revenir. Les gynécologues le savent, le Congo est parmi les pays où beaucoup de femmes meurent en accouchant. Et pourquoi elles meurent en accouchant? Entre autres, l'hémorragie de ces femmes, la plupart, elles viennent parce qu'elles font, par exemple, des DPNI qui arrivent et on est en train d'observer un DPNI qui est là. Mais une banale échographie peut déjà vous mettre sur la piste qu'il y a un DPNI. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller opérer pour sortir l'enfant et sauver la femme. Et donc, l'infirmier n'a pas l'obligation de faire une échographie fœtale. Déjà, il va prendre la femme vers la fin ou même au milieu. Ce sera juste de savoir si cet enfant va sortir, quelle est sa présentation. Et donc, il est vraiment anormal que la femme vienne, qu'on ne sache pas, qu'on laisse cette femme travailler alors que c'est une présentation transversale, par exemple. Mais une simple échographie peut, parce que là, avec les manœuvres de Léopold, on peut penser que c'est une tête alors que ce n'est pas une tête, hein. Et donc, on peut prendre deux fois, on a pris des fesses pour une tête. Alors qu'une échographie va non seulement confirmer la présentation, mais aussi l'état de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant vivant? Un enfant mort, pourquoi on va faire une césarienne sur un enfant mort? Donc, tout ça sont des choses qui demandent seulement une échographie obstétricale. Mais pour le médecin, il ne peut pas se mettre de faire une échographie obstétricale. Nous devons aller au-delà. Nous devons faire l'échographie fœtale. Et pour ça, il faut mettre un prix normal. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre en train d'examiner une femme, tu fais tes bips, donc tu te fous parce que quand tu fais les bips, déjà le fait de voir qu'il y a, tu regardes ta ligne médiane, tu regardes les septum pellucidum, comme on nous a dit là, les vœux thalamiques, tout ça, ce sont des éléments qui te font déjà étudier le contenu cérébral. Et donc, tu fais les Dopplers, tu regardes l'artère cérébrale moyenne, tu fais les Dopplers. Et donc, c'est déjà, tu vois que tu es déjà au-delà de la simple échographie obstétrique. Tu vas au niveau de, quand tu veux prendre ta circonférence abdominale, tu ne vas pas te contenter seulement de faire ta ligne là. Tu entres à l'intérieur, tu regardes la position, le cœur par rapport aux autres. Est-ce que le cœur a une position normale? Tu regardes les poumons, tu regardes. Donc, déjà, cet examen de regarder est-ce que j'ai les quatre cavités du cœur, est-ce que j'ai une malformation au niveau du cœur. Tu es déjà dans l'échographie fœtale, tu es en train d'examiner déjà, de faire. Tu descends un peu plus bas, tu regardes est-ce que comment sont tes reins. Quand déjà tu regardes, tu veux prendre seulement, même quand tu prends les DAT ou les DAP, tu prends la colonne vertébrale par rapport aux autres parties. Mais quand tu prends la colonne vertébrale, c'est à ce niveau-là que tu regardes tes reins. Déjà, tu verras s'il y a une dilatation des cavités au niveau des reins. Le fait qu'il y ait une dilatation au niveau des cavités des reins, ça te dit déjà de regarder plus bas. Et quand tu regardes plus bas, tu vois que peut-être aussi les uretères sont dilatés. Ça signifie que déjà, tu vas penser à une pathologie. Tu regardes même une atrésie de l'œsophage. Donc, en fait, tu es déjà dans l'échographie fœtale. En réalité, nous faisons de l'échographie fœtale, mais nous la faisons mal. Donc maintenant, si nous demandons au professeur Andy de venir nous parler, c'est pour nous donner les bonnes méthodes, quelles sont les bonnes pratiques pour faire de l'échographie obstétricale. Mais de l'échographie fœtale, il est inconcevable qu'un médecin fasse une échographie obstétricale, il se contente juste de bip, DAT, fémur, placenta, et puis il part. Voilà un peu pourquoi l'objectif. Donc, il ne faut pas dire qu'on doit ajouter le prix. Non, tu peux bien faire ton échographie fœtale en moins de 15 minutes. Chaque partie, chaque segment, tu l'examines en détail. Je pense que je me suis fait, peut-être que j'ai répondu à la question. Professeur Andy est de retour. Oui, je suis là. Oui, professeur, si vous pouvez répondre, on vous Par entendait rapport, par plus. rapport, par rapport Oui. au prix, ben là, je crois que est-ce que le prix est fixé en fonction de ce qu'on est en train de faire? Ça, je ne pense pas. Hein, même dans notre milieu, il y a une disparité même des prix. Hein. Mhm. Parfois, vous circulez dans la ville, vous trouvez à un endroit l'échographie à 12 000, vous trouvez une échographie à 10 dollars, une échographie à 20 dollars, à 30 dollars, parfois même jusqu'à 50 dollars hein, pour une échographie obstétricale. Donc, je ne pense pas que ce que vous faites au cours de cette échographie, que ce soit cela qui, qui détermine le prix. Mais en fait, les prix est fixé, je pense,
en fonction de beaucoup d'autres critères que moi je considérais beaucoup plus commercial que pratique, si je puis dire. C'est vous qui Oui, faites l'échographie par rapport à ce que vous savez qu'il faut faire, eh bien, oui, vous le faites. Peu importe si la femme avait payé 12 000 ou 10 $, vous devez faire ce qui doit être fait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire comme réponse. Donc, cela ne détermine pas, à mon avis. Je me suis contenté de voir les quelques paramètres utiles pour décider. Là, je mets 12 000. Bon, si je vais au-delà, non. On a fixé le prix, je crois que par rapport à la structure, par rapport à la localisation, par rapport à d'autres considérations beaucoup plus, je pourrais dire, commerciales. Mais je ne pense pas que ce que vous faites, c'est cela qui détermine le prix. c'est ça. D'autant plus que l'OMS recommande, dans les recommandations de l'OMS sur le plan d'échographie obstétricale, on recommande actuellement que même les infirmiers doivent être en mesure Mhm. de faire l'échographie obstétricale. Je Oui, pense oui, que oui. pour ça, oui, c'est, même s'ils n'entrent pas dans les détails, mais par exemple, reconnaître qu'il y a pas de, qu'il y a une anencéphalie, parce que s'il n'y a pas de tête, comment est-ce que c'est finalement? Donc, je pense que les basiques doivent être là. On parle d'une école. Absolument, C'est je pense sorti aussi. garçon, tu t'en professeur. Non, mais professeur, vous êtes Mhm. spécialiste en imagerie médicale, vous êtes à l'intérieur du pays, par exemple à Kananga, je donne un exemple, vous faites une échographie obstétricale en Oui, tenant compte de tous oui, les paramètres, là, vous fixez là-bas un prix qui sera jamais le même avec une échographie que vous faites à Kinshasa, ici ou au centre-ville. C'est impossible. Vous voyez? c'est ça. Ouais. Bonsoir. Merci beaucoup. Pourrais- Merci, vraiment grand Bonsoir, merci, bonsoir. professeur Andy, pour votre disponibilité. Vous nous avez accordé ces 2 heures de votre temps. Merci beaucoup. Et je sens, je sais que vous n'allez pas refuser quand on va vous rappeler pour nous parler de. Je vois déjà dans les groupes Là, quelqu'un suggérer il ça. est 22 heures, nous allons nous séparer. S'il y a des questions, vous pouvez le faire suivre après, parce que le professeur Andy reviendra de toute façon, on pourra discuter d'autres. Nous remercions professeur Mata. Je ne sais pas si professeur Mata, tu as un mot à dire. Oui, oui, je vois les gens m'écrivent en privé, dans Alors, les chat professeur Mata box. est en train de travailler aussi. Allô, professeur Louis? Allô? Oui, Je moi, je disais que vous écoute. Vous n'entendez pas? Non, maintenant je vous entends. Moi, je vous entends, hein. Vous ne Oui, m'entendez oui. pas? Maintenant, c'est 5 sur 5, oui. Les gens Oui. m'écrivent inbox et même dans les chats. Ils veulent que le vice-doyen revienne le lundi prochain pour qu'il nous parle des malformations. Comme ça, il enchaîne de normal aux malformations. Je ne sais Le pas si on doit vice-doyen est passer au là. référendum ou bien Le vice-doyen on est là. doit Il faut faire. lui demander s'il est disponible. Oui, comme ça, on le prend Mais il directement. peut pas refuser parce qu'il est vice-doyen chargé de l'enseignement. Enfin, On est voilà. dans son domaine de prédilection, donc. Voilà. Donc, Non, Tout le monde il j'annonce respecte refusera déjà. les tâches pas. à faire. Donc, professeur Il Mata, refusera. on ne lui donne pas le temps. Donc, nous annonçons déjà. Moi, j'annonce Ouais. déjà que le lundi prochain, nous allons parler des malformations qu'on rencontre Non, au niveau de les l'échographie foetal. contraintes du temps, en fait, j'accepte, mais pas Hein, immédiatement lundi prochain. Professeur Louis, comme vous devez le savoir, on a commencé hein, la session la aujourd'hui. session. Oui, donc Oui, préparer une oui. présentation, ce n'est pas quelque chose de mince aussi. Ça demande du temps. Le dernier Et alors. quand, pardon? Le dernier lundi, donc dans 3 semaines, c'est Oui, possible? oui, là, je pense Ah, que ok. ça pourrait le faire. Oui. Ok. Merci beaucoup, professeur. Que Dieu vous bénisse. Et Ah, donc, que vous bénisse aussi. nous allons terminer par là. Nous remercions le professeur Mata, le professeur Andy qui nous a bien entretenu ce soir, qui a bien entretenu nos cerveaux en ajoutant beaucoup d'éléments qui manquaient ou en réajustant certaines choses qui n'étaient pas bien entrées dans notre cerveau. Nous remercions aussi docteur Anabila qui est malheureusement parti, enfin, heureusement pour s'occuper d'une parturiente. Et nous insistons encore auprès de nos chers assistants que cette leçon est considérée comme vue, donc nous n'allons pas y revenir en imagerie de la femme. Et bonne soirée à tout le monde, hein, et au revoir.
Merci, bonne Moi, soirée. je vais manger mes bitoyo. Au revoir. Moi, je vais manger mes bitoyo. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. professeur. Merci, professeur. Merci à tous. Merci à tous.